L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 1er avril. La mission de l'Union en République démocratique du Congo sera renforcée par 3000 casques bleus chargés de combattre les groupes armés. Une déclaration de guerre incompréhensible pour le M23 qui dénonce le projet et prédit un apocalypse dans la région. En île Maurice, après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Port-Louis, la capitale, ayant causé la mort d'une dizaine de personnes, le gouvernement a décrété ce lundi jour de deuil national et mobilisé tous ses services pour venir en aide aux populations. 27e édition de l'Afrobasket masculin Côte d'Ivoire 2013, le tirage au sort déroulé samedi à Abidjan a donné 4 grandes poules de 4 équipes. De précision dans ce journal avec notre envoyé spécial Aminata Marikou. Voilà, pour le sommaire, la mission de l'Union en République démocratique du Congo sera renforcée. Annoncé en fin de la semaine, la brigade d'intervention chargée de combattre les groupes armés qui opèrent dans l'est du pays sera déployée au plus tard à la fin du mois. C'est ce qu'estime le ministre congolais des Affaires étrangères, un projet d'ores et déjà dénoncé par les rebelles du M23. Bunagana, quartier général des rebelles congolais du M23. La nouvelle vient de tomber. L'ONU enverra bientôt ici une brigade offensive. 3000 casques bleus au mandat exceptionnel, chargés de neutraliser les groupes armés. Une déclaration de guerre incompréhensible pour le M23, qui dit privilégier les pourparlers de paix. Ça serait la catastrophe. Ça serait l'apocalypse. Cette solution-là, nous ne l'envisageons pas. Nous ne l'envisageons pas. Nous pensons que, avec notre petite voix, nous allons inverser la vapeur. Et on va nous entendre. Parce que nous ne sommes pas seuls derrière cette cause que nous défendons. Nous sommes tout un peuple. En réalité, le M23 est en pleine scission interne et les négociations de paix avec le gouvernement congolais sont dans l'impasse. 2 facteurs qui ont sans doute pesé sur le vote des Nations Unies. La résolution musclée pour pacifier l'Est de la RD Congo a été adoptée à l'unanimité. Cible prioritaire pour l'ONU, Bunagana, fief du M23. Une mission à haut risque, les casques bleus devront déloger le M23 tout en protégeant la population civile. Un bouclier humain tout trouvé pour la rébellion. Au Mali, au moins 3 djihadistes ont été tués à Tombouctou après une offensive des forces maliennes et françaises dans un bâtiment public au centre-ville, selon des sources militaires. On y reviendra bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions, mais voyons d'autres aspects. Le retrait français débutera, vous le voyez, vous le savez, à la fin du mois dans le pays, ce qui inquiète les habitants du nord du Mali, notamment ceux de Gao. Cet après-midi, les forces françaises à Gao sortent de leur base pour patrouiller dans les rues de la ville. Les enfants sont les premiers à aller à leur rencontre. Les adultes sont plus discrets, mais tout le monde ici salue l'intervention de la France contre les groupes armés qui ont imposé leur loi pendant 10 mois. Les militaires sont sur le qui-vive. La dernière intrusion djihadiste a eu lieu il y a moins d'une semaine. Alors quand un habitant les invite à entrer chez lui, la méfiance est de rigueur. Là, si on peut rentrer dans la maison pour voir notre maison. Je vais rentrer chez toi alors. Voilà. Tu peux rentrer. Je peux rentrer? Oui. Par contre, je rentre avec des mecs. Oui. La France juge que sa mission au Mali est accomplie. Dès la fin du mois d'avril, la force Serval commencera à se retirer pour descendre à 2000 hommes au mois de juillet. Un retrait qui inquiète les habitants, malgré la présence de l'armée malienne et des forces africaines de la MISMA. Si on ne veut plus voir des gens là, on veut les Français peuvent retourner. Mais dans ce moment-là, on ne veut pas que les Français vont se partir. Accompagnée de gendarmes maliens, la patrouille va à la rencontre des gens. Elle compte sur eux pour être informée en cas de mouvement suspect et s'assure qu'ils connaissent le numéro vert relié à la gendarmerie locale. Le numéro vert, vous l'avez? Est-ce que vous avez entendu parler d'un numéro vert? Un numéro de téléphone? On a entendu, oui.
Il y a un an, le MNLA et les groupes narco-djihadistes envahissaient Gao. Les membres de la société civile ont résisté comme ils l'ont pu. Ils marquent aujourd'hui ce triste anniversaire et craignent que le retrait de la France plonge à nouveau la région dans l'insécurité. Si elles doivent se retirer tout de suite, parce que ça nous pose des problèmes, parce que nous savons que tous les djihadistes ne sont pas combattus. Donc nous sommes vraiment inquiets du départ des forces françaises. Libérés par la France il y a 2 mois, les habitants de Gao savent que la menace djihadiste est toujours bien réelle et que l'intervention française lors des récentes attaques a été à chaque fois déterminante. L'actualité internationale avec ces tensions dans la péninsule coréenne, Séoul promet une sévère riposte en cas d'attaque de son voisin du Nord qui multiplie des provocations depuis samedi sur fond de rhétorique guerrière. Des chasseurs américains F-22 ont déjà été déployés dans la région. Alimenter l'état de guerre. Chaque jour à la une des journaux télévisés de la Corée du Nord, les mêmes entraînements, les mêmes cibles aussi, claironnés à longueur de journée. Le voisin sud-coréen d'abord et son allié, les États-Unis. Les combattants américains, leurs marionnettes sud-coréennes et tous ceux qui les suivent doivent réaliser que nos armes sont prêtes et que nous pouvons foncer sur le territoire sud-coréen pour écraser leurs têtes et balayer l'ennemi. Des exercices militaires et au niveau politique, la surenchère. À Pyongyang, l'Assemblée nord-coréenne a entériné officiellement ce lundi le statut de puissance nucléaire du pays. De son côté, la Corée du Sud réplique avec le même langage guerrier. Les bombardiers américains B-52 et B-2 continuent les entraînements. Le message ce lundi de la présidente sud-coréenne est clair, des frappes préventives sont à l'étude. S'il y a une provocation contre notre population, nous devrions prendre l'initiative d'un combat sévère et immédiat, sans aucune autre considération politique. Pour autant, cette escalade continue n'a pas de conséquences sur les échanges économiques entre les deux Corées. Dans le complexe industriel unique de Kaesong, situé côté nord-coréen, sur la frontière, le balai des semi-remorques n'a pas cessé. Les travailleurs sud-coréens continuent de franchir les checkpoints, malgré l'état de guerre. Je suis un peu inquiet, un peu nerveux, mais que faire? Il faut bien que j'aille travailler. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Nord-Coréens, mais comment pourraient-ils fermer cette zone? Ils doivent aussi faire de l'argent. Ce parc industriel, c'est leur coffre à dollars. Les affaires sont les affaires. Sur ce point, les deux Corées continuent de s'entendre. Nouveau site d'ouverture en Birmanie, 4 nouveaux quotidiens privés ont fait leur apparition ce lundi dans les kiosques du pays, une première en un demi-siècle de dictature militaire. C'est l'un des premiers quotidiens privés distribués gratuitement pour l'occasion. Au total, 16 journaux ont obtenu le feu vert des autorités birmanes pour être publiés. Seuls 4 étaient prêts à temps. Une journée très attendue par la population avide d'informations après des décennies de censure. Les médias privés informent le public sur ce qu'il veut savoir. C'est ce que nous pensons. Les médias d'État informent le public sur ce que le gouvernement veut qu'il sache. Depuis l'abolition de la junte en mars 2011, les réformes du nouveau gouvernement se sont étendues au secteur des médias. Jusqu'à ce lundi, toutes les publications privées étaient hebdomadaires. C'est une bonne chose d'avoir beaucoup de journaux, mais on s'inquiète que ça ne dure pas. Les gens ne peuvent pas tous les acheter puisqu'ils sont publiés en même temps. Des sujets jusqu'alors tabous font désormais la une, comme les activités de l'opposante Aung San Suu Kyi. Pour son premier numéro, ce journal a choisi une photo de l'ancienne prisonnière politique, désormais députée. Mais en Birmanie, il est encore difficile de parler d'une presse libre. Un conseil de la presse a été chargé de préparer une nouvelle loi, mais un autre texte a été rédigé par le pouvoir. Il restreint la liberté de critique de la Constitution et la couverture des heurts ethniques. La compréhension et la confiance entre le Conseil de la presse, les éditeurs qui vont principalement produire les quotidiens et le ministère de l'Information faiblit. La loi sera un gros problème pour les éditeurs de journaux. Au classement 2013 de la liberté de la presse, la Birmanie figure encore au 151e rang sur 179. Retour de la grippe aviaire en Chine. 2 personnes sont mortes à Shanghai après avoir contracté le virus. Une 3e personne serait dans un état critique. Les autorités ont donc décidé de renforcer le contrôle sanitaire. Les populations, elles, redoutent une nouvelle épidémie dans le pays. Il ne peut plus y avoir de doute désormais. Après des semaines de recherche, le centre épidémiologique de Pékin est affirmatif.
La grippe aviaire est de retour sous une nouvelle forme. Elle aurait tué 2 personnes. Apparemment, toutes les victimes ont été atteintes d'une pneumonie très sévère. Il est toujours difficile d'évaluer la force du virus, parce qu'à l'heure actuelle, nos cas sont très limités. Selon les autorités, une 3e personne dans la province de l'Anhui serait dans un état critique. Les autorités chinoises, qui ont tout de même mis 1 mois à annoncer cette résurgence de la grippe aviaire, ne semblent pas vouloir montrer d'inquiétude. Pourtant, une information ne passe pas inaperçue. Le H7N9, la souche en question aujourd'hui, n'est en principe pas transmissible à l'homme. Une des victimes était vendeur de poulet à Shanghai. L'autre victime était aussi de Shanghai. Elle n'aurait pas été en contact avec des animaux. Il reste désormais à éclaircir le trajet de l'infection. 88 personnes qui auraient été en contact avec les malades ne présentent aucun signe du H7N9. Une bonne nouvelle en soi. Sur les marchés au poulet de Shanghai, l'annonce du retour de la grippe aviaire inquiète. Dans l'avenir, le gouvernement devrait nous informer plus rapidement. Ainsi, nous serions tous réactifs dans pareil cas. En 2003, la grippe aviaire avait fait plus de 360 morts dans le monde. Le virus de l'époque, le H5N1, se transmettait de l'animal à l'homme. Cette fois, s'il était confirmé que le H5N9 se transmet d'homme à homme, la pandémie pourrait être très meurtrière. On en vient maintenant à cette bonne nouvelle pour les malades du cancer. Dans les pays en voie de développement, le géant pharmaceutique suisse Novartis s'est vu refuser sa demande de brevet en Inde pour un traitement anti-cancer, ce qui signifie en clair que l'Inde pourra continuer de fournir ces médicaments à l'ensemble des pays du Sud. À quel point un médicament existant déjà doit-il être amélioré pour obtenir un brevet sur sa nouvelle version? C'est la question centrale d'un procès qui dure depuis 7 ans. D'un côté, l'État indien qui estime que le Glivec, un médicament luttant contre la leucémie, n'a pas été suffisamment renouvelé pour mériter un nouveau brevet. De l'autre, Novartis, le 3e groupe pharmaceutique du monde, fin du suspense ce matin. L'appel de Novartis a été rejeté. La Cour suprême dit que quels que soient les standards que vous adoptez pour interpréter la loi sur les brevets, le Glivec produit par Novartis ne constitue pas un nouveau brevet en Inde. Cela signifie concrètement que le Glivec pourra être produit en version générique. Un traitement contre la leucémie coûtera alors 73 $ par mois à chaque patient, au lieu des 4 000 nécessaires pour acheter le médicament produit par Novartis. La décision ne signifie pas que les brevets ne sont pas accordés ici. Ils sont garantis en Inde, mais les pratiques abusives qui consistent à vouloir obtenir plusieurs brevets sur un même médicament sont freinées. Il est crucial que ces médicaments puissent entrer dans le domaine public. Le géant pharmaceutique estime que ce jugement va freiner les découvertes innovantes et qu'il décourage la recherche. Avant la conclusion du procès, Novartis avait menacé de ne tout simplement plus fournir l'Inde en nouveaux médicaments s'il perdait en justice. On le voit, le débat dépasse largement le seul Glivec. L'Inde est et restera donc un tout grand fournisseur de génériques à très bas prix contre le cancer, mais aussi la tuberculose et le sida à travers le monde. C'est donc un véritable déluge qui s'est abattu sur l'île Maurice. Au moins 10 personnes ont péri dans des inondations à Port-Louis, la capitale. Le gouvernement a décrété ce lundi journée de deuil national. Le balai des tractopelles a commencé dans ce quartier de Saint-Louis. Déblayé, nettoyé. Les pluies de ce week-end n'ont fait ici aucune victime, mais beaucoup de dégâts matériels. Et la population s'est d'abord débrouillée toute seule pour sauver ce qui pouvait l'être. Mon mari était dans la maison, mais il a réussi à sortir par la fenêtre et il est monté sur le toit. Personne n'est venu nous aider. On a dû tout nettoyer, tout seul. Le gouvernement mauricien a décrété ce lundi journée de deuil national et mobilise tous ses services pour venir en aide à la population. Je présente mes condoléances au nom de la nation, du gouvernement, et aussi en mon nom propre à toutes les familles qui ont été affligées par cette tragédie. Les habitants de la capitale mauricienne ont été pris par surprise samedi lorsque des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville. 6 personnes sont mortes piégées dans ce tunnel piétonnier qui relie le front de mer au centre-ville. 2 autres se sont noyés dans ce parking, lui aussi envahi par les eaux. Les inondations ont fait en tout une dizaine de morts, tous dans la capitale. Le mois de mars est traditionnellement le plus pluvieux de l'année sur l'île, mais les autorités ne s'attendaient pas à des précipitations d'une telle intensité.
Il n'a fallu en effet que 2 heures pour que le cœur de Saint-Louis soit submergé. Et pour le Premier ministre mauricien, ces intempéries hors normes s'expliquent tout simplement par le changement climatique. La Côte d'Ivoire a traversé une décennie de crise qui a fragilisé tous les secteurs économiques et principalement le tourisme. Alors, comment repositionner la destination Côte d'Ivoire? Nous avons posé la question à M. Diomandé Mamadou, président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. Il est optimiste pour lui. Le tourisme ivoirien se porte bien et pourra même retrouver sa position d'avant la crise et plus avec notamment le lancement des merveilles de Côte d'Ivoire. On l'écoute. Le tourisme ivoirien se porte bien. Nous venons de former il y a une semaine notre salon, le CITA, le salon international de tourisme d'Abidjan, et qui, ma foi, était marché. Et tous les opérateurs de la sous-région et ivoiriens étaient présents. Et le tourisme ivoirien se porte très bien parce que depuis la fin de la crise, la Côte d'Ivoire est présente sur les salons internationaux. Je parle du FUTU à Madrid, je parle de ITB au Berlin. Et nous arrivons, nous les professionnels, à organiser des circuits à l'intérieur du pays, donc pour développer le tourisme intérieur. Sport, basketball, la 27e édition de l'Afro-Basket masculin se tiendra à Abidjan du 20 au 31 août prochain. Le tirage au sort de cette compétition tenu ce samedi a donné 4 grandes poules de 4 équipes. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial Aminata Mariko. Les 16 participants à cette compétition sont désormais situés par rapport à leur position dans les 4 groupes de l'Afro-Basket masculine senior. Ainsi, les éléphants de la Côte d'Ivoire hors de l'événement héritent des pharaons d'Égypte, les lions de la Teranga sénégalais et les Fennecs d'Algérie dans le groupe A. Les Ivoiriens ambitionnent de tirer leur épingle du jeu. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas à avoir peur d'un adversaire en matière de basket. Les équipes se valent, je l'ai dit, mais nous sommes chez nous et nous pensons que nos joueurs auront la bagoue nécessaire pour vaincre les Fennecs. La Tunisie, tenante du titre, est dans le groupe B moins relevé, avec le Rwanda, le Burkina Faso qui est à sa toute première phase finale et le Maroc. Dans le groupe C, on retrouve l'Angola, favori du tournoi et détenteur de 10 des 12 dernières éditions. Les Fauves du Bas-Ubangui de la RCA, le Mozambique et le Cap-Vert. Le groupe D boucle avec un Cameroun solide et un Mali repêché ainsi que le Congo-Brazzaville moins connu. Côté dispositif de cette compétition, les organisateurs rassurent. Nous sommes prêts, nous sommes complètement prêts. Le problème c'est l'organisation du pays, voilà, et c'est les équipes qui doivent se préparer en conséquence. À mon niveau, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'insécurité à Abidjan. Deuxièmement, les dispositions vont être prises, puisqu'on nous a garanti au niveau du comité d'organisation pour la protection, enfin on va dire, pour gérer ce problème de sécurité. Et en Côte d'Ivoire, notre indice sécurité est très bas. Ce qu'il reste à faire, c'est d'achever les bâtiments qui vont abriter la salle, les matchs, et nous serons prêts. En matière de sécurité, toutes les dispositions seront prises pour accueillir davantage de nouveaux visiteurs, comme pour dire que la Côte d'Ivoire est prête. Outre le trophée continental tant convoité, l'enjeu de cette 27e édition sera la qualification des 3 pays mieux classés à la 17e édition du championnat du monde masculin qui aura lieu en Espagne du 30 août au 14 septembre 2014. Éléphant de la Côte d'Ivoire Fennecs d'Algérie, ce sera le premier match du 27e Afro-Basket. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Bamako, Mali et Abidjan, Côte d'Ivoire. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.